Bonjour à toutes et à toutes, salut les salconnes. J'ai le livre de Nicolas Sarkozy, j'ai des yaourts, j'ai la guitare de Carla Bruni, confetti, petite décoration de Noël. On va pouvoir lire un nouveau livre pourri, on est content. Alors, évidemment, j'ai téléchargé le livre illégalement, mais j'ai pas été condamnée, donc il y a non-lieu. J'encourage vivement, c'est bientôt Noël, comme vous pouvez le constater, j'encourage vivement les gens à acheter une liseuse parce que c'est vraiment super pour lire des livres pourris sans payer les auteurs cancel. Si vous voulez faire lire Harry Potter à vos ados, c'est le moment de ne pas donner d'argent à J.K. Rowling. Donc c'est parti, il va se plaindre, ça va être super. Ça commence par un avertissement. À vous qui me ferez le plaisir de lire cet ouvrage, je veux préciser qu'il ne s'agit pas d'un roman. Et non, hélas. Tous les faits qui sont relatés correspondent à la réalité de ce que j'ai vécu durant ces 10 années d'instruction, 14 semaines au tribunal correctionnel de Paris et 3 semaines à la prison de la Santé. Quand même, il n'est pas resté longtemps. Par souci du respect de la vérité et de la crédibilité de mon propos, j'ai choisi de ne modifier aucun des noms des protagonistes de ce récit. Est-ce que Hortefeux va prendre cher ? On l'espère tous. Chacun pourra donc s'y reconnaître et ainsi assumer sa juste part de responsabilité dans ce qui restera, à n'en pas douter, une douloureuse épreuve judiciaire. Alors bon, j'aime autant vous dire que là, il n'y aura pas de compassion. Il n'y aura pas de compassion. Quand j'ai appris qu'il allait en prison, j'ai failli pleurer d'émotion parce que je pensais que ça n'arriverait jamais. J'ai vu le film de Mediapart que je vous recommande, c'est les 3 € que vous investirez le mieux dans votre vie peut-être avec la liseuse. Le documentaire est incroyable et vraiment bravo aux journalistes de Mediapart parce que il donne un peu d'espoir en la vie et en la France quand même. Ça commence par « Je me suis levée très tôt ce mardi 21 octobre 2025 ». Je sais pas si c'est une référence à Proust. C'était le jour de mon incarcération. Je vais avoir une tête de sadique pendant tout le truc. Jamais je n'aurais imaginé franchir les murs d'une prison, c'est ce qu'on appelle l'impunité en fait. Tu fais des trucs atroces et tu n'y vas jamais. Et bah pour une fois, écoute, c'est comme la Sainte Vierge, de temps en temps, il faut la montrer pour que les gens y croient. C'était même pas envisageable, je ne suis pas un homme violent ni un agresseur, j'ai toujours payé mes impôts de façon scrupuleuse. Ouais, ça suffit pas. Je n'ai jamais conçu ni envisagé quelque montage que ce soit, c'est un honnête homme. Il a 40 procès au cul, il a été condamné définitivement 2 fois, mais c'est un honnête homme. J'ai été durant 20 années le maire d'une grande ville, Neuilly, blablabla. Il n'y a jamais eu d'incident. J'ai pas le placard à archives, je vous laisse le soin de googler éventuellement. Que pouvait-il bien m'arriver ? À moins de faire preuve d'une imagination débridée ou de nourrir une paranoïa caricaturale, rien. L'impensable est arrivé. Cela dit, je le rejoins là-dessus, pour moi c'était impensable qu'un mec comme ça aille en prison. Je pensais que ça n'arriverait jamais, on a vu Chirac, on a vu Pasqua, on a vu tous ces gens taper dans les caisses, être malhonnêtes, se faire condamner et ne jamais y aller, donc c'est vrai que c'était très surprenant. Qu'avais-je fait pour mériter un traitement ? Donc là il y a tout un paragraphe Calimero, quel crime avais-je bien pu commettre ? Moi, quelle horreur, quelle indignité, j'étais naïf. Ah voilà, on l'a mis en prison parce qu'il est de droite. Si seulement. Pardon, c'est une blague. Alors, il est très naïf et très innocent, il se doutait pas que de pouvoir aller en prison, lui qui est très honnête, lui, alors oui c'est vrai il est de droite, mais il pensait pas qu'il pouvait aller en prison pour ça. Il ne peut pas éprouver une haine durable à l'endroit de quiconque. C'est, en plus d'être honnête, il est très gentil. Je ne garde rancune à personne. Je sais pas,
Mes amis m'ont souvent reproché de pardonner trop vite ou d'oublier trop facilement les offenses et les trahisons. Oui. Je crois qu'il a aussi oublié les siennes. J'ai compris que la haine est un sentiment dangereux qui se nourrit de lui-même, qui se renforce jour après jour. Enfin voilà, il y a tout un passage maître Yoda, il faut pas être dans la haine. Plus on hait, plus on a envie de haïr. C'est un enchaînement sans fin. Ces sentiments me sont étrangers. Je n'imaginais pas que les autres pouvaient les exprimer à l'endroit de ma personne. Ouais. Bah oui. Et encore l'impensable. Donc il se réveille avec les premiers mots de Carla à son réveil, qui furent: quel cauchemar, qu'avons-nous fait pour subir toute cette horreur? Et ben il faut regarder le documentaire de Mediapart, ils expliquent bien dedans. Elle a mal dormi, Carla. Petit déjeuner avec toute sa famille recomposée. Donc c'est la tragédie, ils sont en train de vivre une tragédie. Donc ils sont très stressés à l'idée qu'il aille en prison, il essaye de dédramatiser, parce que bon, il a quand même passé sa carrière politique à dire que la prison c'était le Club Med, donc il avait des arguments pour les convaincre, je pense. La réalité était monstrueuse, il me fallait mentir le mieux possible pour les apaiser. Bah alors, c'est plus le Club Med. Ah, alors, Louis demeurait silencieux pour masquer sa colère contre cette injustice. On imagine Louis là, en train de manger une mangue d'un air, d'un air excédé. Voilà, il décrit tous ses enfants. Il parle beaucoup de Julia. Je vais pas me moquer parce qu'elle a 14 ans. Mais en hommage à elle, je me suis mis des paillettes sur les ongles. Donc sa fille tenait à peine debout parce qu'elle était malade. C'est pas du tout drama. C'est un peu chiant. Il y a 150 pages. Enfin, sur ma liseuse. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est numéroté de la même manière. Alors, en 18 années de mariage, j'avais 18 ans déjà. Ah là là, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ils se sont pas éloignés l'un de l'autre plus de 2 ou 3 jours. C'est le grand amour entre eux. Personne n'y croyait. Hein. Il sait pas combien de temps ça va durer. Ne plus voir Carla au quotidien lui est insupportable. Il ne pouvait pas défaillir pendant le petit déjeuner parce que sinon tout se cassait la gueule. Donc c'était le pilier de la famille et il fallait qu'ils tiennent. Ils sont unis dans l'adversité. C'est beau. Il a monté tous les échelons de la vie sociale tout au long de son existence et d'un seul coup il vient de descendre de 10 étages. Oui, enfin, ça va quoi. Alors, il doit passer outre la colère et l'indignation qui lui étreignent le cœur dès qu'il pense au complot invraisemblable ourdi pour fabriquer cette sinistre affaire de prétendu financement libyen. Je sais pas s'il y croit vraiment. Enfin, à force de mentir, tu vois, quand tu pars super en retard à un rendez-vous, tu dis non, non, mais je suis là dans 2 minutes. Et quelque part, tu le crois que t'es là dans 2 minutes. Tu sais que tu ne seras pas là dans 10 minutes parce que tu as beaucoup trop traîné. Donc cet emprisonnement aussi brutal qu'injuste. Là, c'est Calimero, hein. Donc il dit qu'il y avait près de 1000 personnes dès 8h du matin ce jour de vacances de la Toussaint. 1000 personnes devant chez lui et... on juge ces gens. Le bon Dieu avait bien fait les choses puisque le ciel était bleu et le soleil rayonnant. Parce que le bon Dieu, il a que ça à foutre en fait. Tu vois, il pourrait résoudre, tu vois, le génocide à Gaza ou quoi. Mais non, il s'est dit, il va faire beau à Paris, je vais mettre le ciel bleu pour que Sarkozy l'aille en prison. C'est... il a des priorités. Il va falloir qu'il nous donne des explications hein, quand même. Pas une goutte de pluie à l'horizon, alors que la veille il pleuvait. Ah. Il voit un signe de la providence, mais bien sûr. Puisqu'il me fallait porter une croix, je devais tenter de le faire en m'élevant spirituellement. C'est pas du tout exagéré le truc. Donc il faut qu'il se laisse toucher par cette grâce que l'enfermement avec lui-même, ça lui apportera la lumière. Donc il essaye de faire un truc un peu... Il pense que la prière pouvait être d'un précieux secours. Il n'en a fait confidence à personne, mais il l'a écrit dans son livre. Donc c'est pour ça qu'il a emmené la magnifique biographie de Jésus-Christ, écrite par Jean-Christian Petit-Fils. Je suis pas sûre que Jésus-Christ approuverait tes actions, Nicolas, quand même. Donc il dit quand même que ça lui permet de donner du sens et de comprendre que rien n'arrive par hasard. Ben non, en fait, c'est pas par hasard. J'espérais qu'il y avait un sens caché à cette comédie dramatique. Le choix était simple, soit l'épreuve m'abattait et c'était la fin, soit elle me conduisait à devenir une meilleure personne.
Il a décidé d'emprunter la partie lumineuse de cette alternative, ou en tout cas d'essayer. Donc après, je sais pas, peut-être qu'il va donner tous les bénéfices des ventes de son livre à la réinsertion des prisonniers, vu que maintenant il compatit avec eux, au lieu de tous vouloir les foutre dans un bagne pendant 40 ans. Alors il a toujours pas quitté la maison, putain, on est à la page 9. J'ai pas lu les critiques, je voulais vous réserver toute ma surprise et toute mon affliction en lisant ce livre. Donc là, il est devant la maison, il y a les journalistes, là, le moment de la séparation est là, il pouvait plus retarder ou éviter. Donc voilà, le superflu était devenu inutile, ils arrivent devant la foule, ils découvrent de nombreux visages en pleurs. Vous avez pas de problème dans la vie, les gars, quand même. Hein. Il a pas pu les regarder parce qu'il risquait de chavirer lui-même. Il pouvait pas prononcer une parole, l'émotion l'accablait. Il était incapable de faire un discours. Ils ont chanté la Marseillaise au cœur de la foule. Il y avait aussi des mecs qui avaient mis, et ça il le dit pas, il a pas dû l'entendre, mais il y avait des personnes qui habitaient le quartier et qui avaient mis à leurs fenêtres de la musique. Je sais plus ce que c'était, mais c'était assez drôle. Il se jette dans la voiture. La tristesse est trop forte. Son avocat est figé par l'émotion. Évidemment, je peux pas vous lire le livre, ça aurait été drôle, mais je crois qu'il faut payer des droits et c'est absolument hors de question. Alors, il est dans la voiture, il va à la prison, il y est toujours pas. Il essaye de rester stoïque. Il pense à ses nombreux articles évoquant sa prétendue force. On n'a pas lu les mêmes articles. Il se sent très faible. Alors, son regard se porte à l'extérieur de la voiture, le spectacle qui s'offre à lui est stupéfiant. 2 motards de la préfecture de police en grand uniforme nous ouvraient la route. Il ne les avait pas vus. 2 autres, avec des brassards de police, qui étaient au niveau des portières arrière de son véhicule. Un cortège impressionnant de motos et de voitures de presse qui les suivent sur plusieurs centaines de mètres. Il y a des familles sur les trottoirs applaudissant notre passage. Ben oui, bien sûr. Il a l'impression d'être le soir de son élection en mai 2007. Moi, j'ai failli pleurer, perso, mais pas pour les mêmes raisons. C'était le cortège officiel du chef d'État que j'avais été, suscitant l'enthousiasme sur son passage, mais il est complètement délulu, en fait, hein, quand même. Hein. Bon, il se rend compte tout à coup le ridicule de la situation m'éclatait au visage. Pourquoi tout ce protocole, tous ces honneurs, toutes ces précautions, simplement pour masquer ou tenter d'atténuer un scandale judiciaire. Mais quel scandale judiciaire? Pourquoi me jeter-on en prison? Ah voilà, il sait toujours pas. Faudrait que Fabrice Arfi lui explique, parce qu'il explique super bien. Avait-on peur que je fuis, que je quitte la France? Moi qui suis gardée par des policiers 24 heures sur 24, toutes ces années sans discontinuer, c'est tout. Tout ça, c'est avec nos sous, hein. Je paye l'URSSAF, c'est pour ça. Le clou de cette comédie aurait été mon arrivée à la prison 25 minutes avant l'heure fixée initialement. Évidemment, avec cette telle escorte, il n'était pas en retard. Donc l'administration pénitentiaire qui l'attendait depuis 3 semaines n'était pas prête. Peut-être qu'ils ont autre chose à foutre aussi. Hein. Le fugitif potentiel que j'étais patienta à 100 mètres de l'entrée de la prison, le temps que l'on finisse par l'accepter. Situation invraisemblable. Il y a les médias du monde entier. Les passants, ils en ont profité pour faire des selfies. Bande de peigne cul. Ah ça y est, il rentre dans la prison. Il l'avait vu dans les films ou les reportages, jamais de visu. Genre jamais de visu. Il était ministre de l'Intérieur, il voulait foutre tout le monde en tôle et il est jamais allé voir à quoi ça ressemblait. Je m'apprêtais à recevoir mon numéro d'écrou, c'est le 320-535. Voilà. Si vous voulez jouer au loto. C'est ainsi que j'allais désormais être identifiée. 4 jours auparavant, j'étais Nicolas Sarkozy, l'ancien président de la République. Bah oui, mais tout le monde, hein, mon gars, a des numéros d'écrou quand il va en prison. Hein. Alors, le président de la République avait insisté pour le recevoir au Palais de l'Élysée le vendredi précédant son incarcération. Il n'avait pas envie d'aller avec lui parce qu'il lui en veut d'avoir dissous l'Assemblée nationale en 2024. Depuis, ils s'entendent plus trop. Il dit que c'était un caprice. Peut-être qu'on peut se rejoindre là-dessus. Et il était méfiant depuis que Emmanuel Macron lui avait retiré sa Légion d'honneur. La manière dont il l'a fait, ça lui a pas plu du tout. Ah, il avait été chevalier en 2004 parce que par rapport à l'affaire Human Bomb. Et quand il a été élu président, il était grand maître de l'ordre de je sais pas quoi. Et il dit, chacun comprendra que je n'avais jamais accompli aucun de ces actes dans le but d'être oh là là, on s'en fout.
Donc il en veut à Macron parce que Macron il a signé le décret le déchargeant de toutes ses responsabilités de grand maître de la Légion d'honneur au bénéfice de l'obscur général qui assurait les fonctions de grand chancelier dès qu'il s'agissait d'en exclure un membre. Oh ben, en gros, Macron il en avait rien à foutre et il a mis quelqu'un qui s'occupe de ça. Je comprends. Qui a le temps, quoi. La démarche n'était pas la marque d'un grand courage. Lui permettait de se laver les mains d'un choix qui aurait dû lui revenir en dernier ressort. La faute était aggravée. Enfin, non, mais c'est moi, mon nombril. Enfin, je sais pas quoi. Il est vexé parce que Macron l'a pas appelé pour l'en informer. S'il m'avait téléphoné pour s'expliquer, j'aurais compris, gna gna gna. Donc Macron s'est excusé avec un réel fair-play confessant avoir mal géré les choses. Ils ont le temps quand même de ces conneries quand même. Donc il avait décidé en conséquence de tourner la page de leur amitié. Les BFF quoi, Sarko et Macron, oh mon dieu, l'enfer. Donc il attendait rien du président de la République, ni audience, ni rien du tout. Il l'a invité au palais, il a même hésité à y aller, mais il y est allé quand même. Donc il y va par respect pour la fonction présidentielle. Il sait pas faire la tête. C'est un gentil garçon. Il sait pas encore moins bouder. Écoute, si Fabrice Arfi lui envoie des fleurs, ça veut dire qu'ils peuvent redevenir copains peut-être. Donc il y va sans enthousiasme particulier, mais décidé à ne pas faire d'affront à son interlocuteur. Donc ils sont restés 2 heures ensemble. Ils ont été interrompus une dizaine de minutes par l'arrivée de Brigitte. Donc elle voulait le saluer, lui témoigner son soutien comme son affection. Je savais qu'elle était sincère, mais ayant toujours encouragé politiquement. Alors, il découvre avec stupeur que le président vient de réaliser qu'il allait être incarcéré dans 4 jours. Le lendemain de leur rencontre, Macron lui dit qu'il devrait changer d'établissement pénitentiaire car sa sécurité ne pouvait pas être garantie à la santé. Lui dit d'aller à Meaux ou à Réau, précisant qu'il y serait bien mieux installé puisqu'un appartement dédié aux familles de détenus pouvait être mis à sa disposition. Il a refusé parce qu'il n'accepterait aucun traitement de faveur. Je pense qu'après on va voir les traitements de faveur hein, parce qu'il avait des parloirs tous les jours, il avait... je pense que ça allait pour lui. Hein. Je pense qu'ils étaient pas 4 dans sa cellule. Et il mangeait des yaourts. Donc il veut aller à la santé. Bon, en même temps, la santé, c'est pratique, c'est en plein Paris. Hein. Donc, sur cette base de sécurité, la décision fut prise de mettre 2 policiers du service de protection des hautes personnalités dans la cellule mitoyenne de la mienne pour que je sois protégée 24 heures sur 24 par des officiers de police armés. Donc ça, c'est pas un privilège, tu sais. Donc les policiers en question sont tous volontaires et il les remercie, il est très reconnaissant pour ça. En même temps, tu fous rien de la journée. Hein. Ce qui signifiait pour chacun d'eux d'aller en prison. Oui, le sacrifice était réel. Ça va, sérieux quoi. Mes futurs voisins seraient au choix des terroristes islamistes, des violeurs, des assassins ou des narcotrafiquants. Délicieuse perspective. Bah si tu veux, ils te foutaient dans une cellule avec... avec plein de détenus normaux, je suis pas sûre t'aurais aimé hein, quand même. Hein. Aller en prison alors que j'étais innocent représentait une redoutable épreuve. Qu'est-ce que t'en penses, mon fétis ? Mais subir la double peine d'être emprisonné tout en étant accusé de bénéficier de privilèges aurait été insurmontable. Eh bah écoute, tu vas devoir surmonter parce que quand même, tu m'as l'air bien privilégié, hein, mon garçon. Il peut même pas envisager d'être privilégié. Donc Emmanuel Macron l'appelle la veille de son incarcération. Bon, il lui pardonne un peu parce qu'il a été gentil avec lui. La voiture entre dans la cour de la santé. Ah putain, c'est long, oh. Ça y est, il est en prison, il est au bord du gouffre, il essaye de faire le vide, de ne plus penser à rien. Il y a trop d'émotions. Tout son nouvel environnement respire le malheur, la lourdeur, le désastre de vie brisée, entassée entre ses murs, loin du monde des vivants. Aucun espace n'exprime l'espoir ou la moindre humanité. Il n'y a pas de couleur, le gris domine tout, dévore tout, recouvre toutes les surfaces. Le premier contact est rude, c'est sûr, quand tu sors d'un hôtel particulier dans le 16e, c'est pas la même. Hein. Donc il est entouré par le personnel pénitentiaire qui viennent tous des territoires ultramarins. Ils sont tous grands, souriants et sympathiques. Il leur serre la main,
Il sent une empathie embarrassée. Leur étonnement de le voir incarcéré. Ils comprennent pas ce qu'il fait ici, c'est pas sa place. C'est gentil. Alors il monte les escaliers et il y a 85 marches, il les a comptées. C'est en temps réel, je crois. Il y a un des surveillants qui lui dit qu'il a hâte de parler de foot avec lui, même si c'est un supporter de Marseille. Oh, les peignes au cul, quoi. Il arrive devant la cellule numéro 11, celle qui lui est destinée. Donc ça y est, il est dans sa cellule. Le tour des lieux fut vite fait. Un simple regard me suffit. 12 mètres carrés. Bah écoute, c'est pas beaucoup plus grand que chez moi. Et dans ce coin de Paris, je pense que 12 mètres carrés dans ce coin-là, ça va chercher dans les 700 € par mois quand même. Hein. Et il a rien payé. Il y a un lit, c'est un meublé en plus. C'est un lit, le matelas est trop dur, il a un bureau, une douche, un réfrigérateur, une plaque chauffante, une télé, le tout dans la même pièce, bah oui. Écoute, la bonne nouvelle, c'est que si un jour, non, mais on sera 4 dans ma cellule parce que je suis pas une ex-présidente, donc si un jour je magouille avec des terroristes, ça me changera pas beaucoup. Je me trouvais chanceux d'être seule, bah oui. J'imaginais les autres détenus s'entassant parfois à 3 ou 4 dans le même espace, bah oui. Écoutez, peut-être qu'il va devenir de gauche, hein. Il peut pas trop voir dehors parce qu'il y a des trucs en plastique devant les fenêtres. Son matelas est trop dur. Il pense à Carla, à ses enfants. Il commence à s'apitoyer sur lui-même. Il décide de faire son lit. Il arrête pas de dire que le matelas est trop dur et qu'en plus il est lourd. Les oreillers sont genre en plastique. Les couvertures sont trop fines. Il se dit que quand il rentrera chez lui, il appréciera son confort matériel, toutes ces choses qu'il considérait hier encore comme négligeables. Ouais, bah ouais. Pour le reste, la cellule était propre et assez lumineuse. On aurait pu se croire dans un hôtel bas de gamme. Oh là là. Bon, il entend d'autres prisonniers qui crient. Bah oui, parce qu'ils vont pas rester 3 semaines a priori. Bienvenue en enfer, l'ambiance était menaçante, il referme la fenêtre. Il se demande comment il va pouvoir survivre dans cet environnement hostile. Donc il y a une salle de sport. Oh là là, 15h il fait nuit, mais comment vous pouvez aimer l'hiver, hein, quel enfer. Il doit cohabiter avec lui-même dans 12 mètres carrés. Bah écoute, on a tous vécu ça, Nicolas. Hein. Donc il se promet de s'astreindre à une activité sportive quotidienne. Il ne peut pas imaginer une journée sans sport à plus de 70 ans. Et bah écoute, bravo, parce que moi j'imagine ça très bien. Beaucoup trop bien d'ailleurs. Il a besoin de se dépenser, de transpirer, d'évacuer ce trop plein d'énergie. Oh, la salle de sport. Oh là là, je crois que je vais vous passer les trucs parce que vraiment c'est pas intéressant. Oh, il fait trop chaud dans la salle de sport. La cour de promenade, blablabla, il décline parce que c'est tout petit et grillagé et qu'en plus il a peur qu'il y ait des paparazzi qui le prennent en photo en train de se promener. De toute manière, il fume pas. Donc il y va pas. Alors, il est 11h30, il lui propose de déjeuner. Le repas proposé dans des petites barquettes en plastique. C'est pas un gourmet, il aime les mêmes choses depuis qu'il est petit, il est pas difficile, il mange une barre de céréales. De toute manière, il veut pas grossir. Ah, Carla lui rend visite. Après quelques heures. Je sais pas ce que c'est la moyenne pour avoir un parloir avec ta femme quand tu vas à la prison de la santé, mais à mon avis, c'est pas quelques heures. Donc il retraverse la prison pour retrouver Carla. Elle est dévastée. Il y a une table en formica et 2 chaises en plastique. Pas un verre d'eau, pas un café. Tu as cru que j'étais au Ritz ou quoi? Donc ils sont émus et heureux de se retrouver. Elle lui trouve bonne mine. En même temps, il est arrivé ce matin quand même. Au bout de 50 minutes, il faut qu'il retourne dans sa cellule. Donc il décide de ne pas se laisser aller. Il prend des feuilles blanches qu'il avait emportées avec lui. Il s'assoit sur la chaise inconfortable face à la petite table de travail. Et il pense au général de Gaulle. Non, il pense au bureau du général de Gaulle qui avait été le sien à l'Élysée. Il se dit c'est grandeur et décadence. C'est une grande leçon d'humilité. Il ne veut pas subir, il veut s'enrichir de ça. Il décide d'écrire son livre, que nous avons ici. Genre, c'est lui qui l'a écrit. Donc, il a peur de mal dormir la nuit.
Il sait pas encore à ce moment-là qu'il y a les prisonniers qui crient Sarkozy et tout. Ah voilà, il entend des cris, des menaces qui lui étaient maintenant clairement destinées. Les surveillants de jour étaient rentrés chez eux. Il est surpris d'apprendre qu'il y a moins de surveillants la nuit que la journée, alors que c'est quand même une ambiance hostile. On rappelle toujours qu'il était ministre de l'Intérieur. Donc là, il décide de prier au bord de son lit. Il prie pour avoir la force de porter la croix de cette injustice. Franchement, si Dieu existe, il aurait fallu qu'il descende et qu'il lui dise au coco, calme-toi un peu. Et si la prière devait être le chemin pour résister. Là, vous voyez tous ces trucs qu'il fait là, à draguer les cathos. Moi, je crains le pire pour 2027. Hein. Il va revenir avec Christine Boutin, ça va vous rappeler de bons souvenirs. Et Philippe de Villiers, on va tous mourir, ça va être horrible. Il va se venger. Ah, je vais déménager. C'est sa première expérience positive de sa vie de prisonnier, de prier. Il en parle à personne, mais il le met dans son livre. J'en aurais été gênée tant ma pudeur est grande sur ce sujet. Mais il l'écrit. Ah, il dit quand même, pour les questions intimes et importantes, c'est plus facile d'écrire plutôt que de dire. Bon d'accord, autant pour moi. Rien dit. Donc il dit que l'écriture, c'est bien davantage la voie naturelle de la confession. Est-ce qu'il va confesser pour l'affaire Kadhafi ? Je pense que non. Donc cette expérience spirituelle de prier l'a rendu heureux en cette fin d'après-midi sinistre. C'était pour lui une grande victoire. Je signale quand même que la luminosité, là, il est 15h30, d'accord ? Et je suis pas dans une cellule de la santé, je suis devant la fenêtre et il fait nuit. Alors, il a un téléphone dans sa cellule comme dans celle des autres détenus. C'est un poste fixe. Il est obligé d'être debout pour l'utiliser car il est fixé au mur à hauteur d'homme. J'ai pas fait de blague. J'ai le droit de faire des blagues. Je fais 1m57. Donc si j'ai envie de faire des blagues, je fais des blagues. Alors, personne n'a la possibilité de l'appeler. Lui, il peut appeler pour des numéros préalablement enregistrés, agréés par l'administration pénitentiaire. Ensuite, composer pas moins de 10 chiffres, blablabla. Ah, excusez-moi. J'ai un numéro privé qui m'appelle. Appel indésirable suspecté, c'est Nicolas. Allô, oui ? C'est pour une livraison, s'il vous plaît ? Oui ? Pour Laura Paoli. Oui, c'est ça. J'ai reçu ma skincare. Donc, disais-je, bonjour, tu veux venir ? Attendez, je suis dans une cellule de prison, mais j'ai quelqu'un avec moi, j'ai un co-détenu. Allez, viens, on va lire le livre de Nicolas Sarkozy. Tu sais pas qui c'est Nicolas Sarkozy ? Non, t'as de la chance. Baisser la caméra pour qu'on te voit, parce que tu es vraiment extrêmement mignon. Mais oui, absolument. Tu veux écrire un livre ? Est-ce que t'as demandé des sous à Kadhafi ? Confetti ? Mais arrête de montrer tes fesses. Pousse-toi. Donc c'était pas Nicolas qui m'a appelé. Donc il appelle le soir tous ses enfants pour les rassurer, pour leur dire que tout va bien. Carla lui dit de l'appeler s'il n'arrive pas à dormir. Ah, le miracle du calendrier fit que ce soir-là, il y avait un match du PSG diffusé sur Canal+ en direct à Leverkusen en Allemagne. La télévision de la cellule disposait de tous les canaux de la TNT, auxquels venait s'ajouter la chaîne cryptée. Bah ça va, on se met bien. Je mentirais en affirmant que je regardais mon équipe avec la même joie insouciante qu'à l'accoutumée. Un match de la Champions League pour ma première soirée d'incarcération, c'était soit un hasard, soit un autre signe de la Providence. Ben c'est pareil. Dieu, en fait, il s'est dit, est-ce que j'aide les Gazaouis ou est-ce que je mets un match de la Champions League dans la cellule de Sarkozy ? Il avait le choix. Il s'est dit, Champions League. Il se couche à minuit. On est à la page 31, on n'a pas fait 24 heures, j'en peux plus. Oui, nous aussi. Alors, il n'arrive pas à éteindre la lumière du plafonnier. Il a vécu 10 ans en 24 heures, nous aussi. Ça avait été interminable, oui. Il s'endort. Son voisin de cellule chante le Roi Lion. Vachement bien le Roi Lion. Il précise pas quelle chanson. Est-ce que c'est Je voudrais déjà être roi ? Est-ce que c'est l'histoire de la vie ? L'amour brille sous les étoiles. Ah, il y a trop de bruit. Il se lève avec le soleil, se couche avec le soleil parce qu'il n'a pas de store.
Il se réveille un peu avant 7 h du matin. Il n'a pas si mal dormi. Ses forces se sont reconstituées. Son quotidien peut débuter. Quand il va y retourner, vous croyez qu'il va faire le tome 2 ? Parce qu'il va y retourner. J'espère. Moi, je crois que je suis un peu amoureuse de Fabrice Arfi depuis cette enquête. Peut-être un peu avant, mais là, vraiment, je me dis... je crois qu'on est un peu toutes amoureuses de Fabrice Arfi. Alors, tous les matins, il a 1 heure avec ses avocats. L'après-midi, 50 minutes avec sa famille, 3 fois par semaine, parfois 4 quand l'administration l'autorisait. Privilégié, va. Les 5 enfants et ma femme, ça faisait peu. 5 ? Il en a 4 ? Il en a 4 ? Écoute, c'est pas grave. D'autant que les visites étaient limitées à 3 personnes à la fois. Je devais donc refuser les innombrables demandes de mes amis ou de mes collaborateurs bande de... Ah là là, qui souhaitaient me témoigner leur affection en venant me voir. Sa priorité, c'est Carla et les enfants. Donc, premier parloir de la journée avec son avocat. Il l'aime beaucoup. Il est toujours abasourdi par la décision du tribunal, l'avocat. Sa sensibilité d'homme de gauche ne pouvait accepter que je subisse toutes ces violations brutales des règles d'un état de droit digne de ce nom. Ma présomption d'innocence piétinée est condamnée 2 fois définitivement quand même. Non, à ce moment-là, c'était qu'une fois. Depuis, il y a eu 2 fois. Les incohérences d'un jugement auraient dû conduire à la reconnaissance de mon innocence et non au prononcé d'une peine aussi lourde. Oh, ça va. La détention provisoire était d'autant plus choquante, blablabla, etc. Encore Calimero. Donc ils échangent pendant 1 heure sur la vie, les sentiments, leur famille ou son destin. Sur son destin qu'il trouve romanesque. Ah. Il se rend compte que les autres peuvent quitter la prison et lui non. Oui, c'est le principe. Bon, j'imagine que c'est pas facile. Il apprend qu'il a été menacé de mort par 3 codétenus lors de sa première nuit. Il y avait un détenu qui a fait une vidéo pour venger Kadhafi. Pardon. Les policiers n'ont pas dormi de la nuit. L'administration a été diligente puisque les 3 autres auteurs ont été identifiés en 24 heures. Je pense pas non plus que quand t'es un prisonnier lambda que tu te fais menacer de mort, en 24 heures, il chope tout le monde. Alors, le pédigré du suspect principal fait froid dans le dos. Il avait 27 ans, il avait déjà été condamné à 13 ans de prison pour extorsion de fonds, coups et blessures sur une personne en raison de son orientation sexuelle. Bah oui, il a pas l'air très sympa, effectivement. Des complices pas plus recommandables. Il se demande où il est tombé en prison. Il est perplexe face à l'utilisation de portables dans une prison aussi sécurisée. Il y avait pas moins de 900 détenus entassés dans le bâtiment où résidaient mes agresseurs. J'étais sans doute l'un des rares ici à ne pas disposer du moindre téléphone portable. Oh le pauvre. Alors que ni d'ordinateur quand je ne mettais en danger personne. Bah oui, mais bon. Alors, les députés écologistes de la France insoumise exigent qu'il soit considéré comme un détenu ordinaire. Ils voulaient pas qu'il reçoive un traitement particulier. Bah oui, bah t'en as un en même temps, donc... Le garde des Sceaux avait dit vouloir lui rendre visite, donc c'est Darmanin, qui aurait dû être dans la cellule d'à côté si vous voulez mon avis, mais bon bref. Donc il dit que les parlementaires soucieux des privilèges de Sarkozy oublient de rappeler qu'ils avaient eux-mêmes rendu visite à plus de 10 reprises en prison à Georges Abdallah. Oui, enfin bon, lui il est quand même resté pas 3 semaines. Je pense que c'est quand même une meilleure personne que Georges Abdallah, je ne sais pas. Quand je pense qu'il faut que je lise tout, je sais pas dans quoi je me suis embarquée, c'est long. Alors, Carla et lui, au parloir, ils font des messes basses pour se dire des futilités en se moquant de possible espionnage judiciaire tellement inutile qu'elle est quand même mise en examen aussi, je crois. Comme si 20 ans après les faits qui m'étaient reprochés à tort, nous avions quelque chose à cacher, à dissimuler ou à soustraire à la justice. Et ils disent que la justice n'a jamais rien trouvé dans cette campagne de 2007. J'ai pas cette impression, mais... certains éditorialistes de gauche ont beaucoup glosé sur la comparaison que j'avais avancée entre l'affaire Dreyfus et la situation que je vivais. Et pourtant, pour tout observateur impartial et connaissant l'histoire, les concordances étaient stupéfiantes. Ouais, j'en peux plus non plus. T'en penses quoi de l'affaire Dreyfus, confetti ? Est-ce que tu penses que Nicolas Sarkozy, c'est Dreyfus ? L'affaire Dreyfus, pardon. Non, ça donne un très mauvais plan. Écoute, fais un effort, mets-toi dans l'autre sens. Je suis obligée de le caresser, excusez-moi, je suis son esclave. L'affaire Dreyfus
prospéra sur la base de faux documents. La mienne débuta sur la base du faux de Mediapart, doublé de faux témoignages de Taqiyédine et du clan Kadhafi. Alors le faux de Mediapart, personne n'a jamais prouvé que c'était un faux. Contrairement à ce que tous les fans de Sarkozy disent, c'est pas un faux, il a porté plainte et tout, et il y avait juste un problème de date, d'accord. Fabrice Arfi, le chat, il te fait coucou. Ces faits sont désormais avérés. Bah non, pas du tout. Pas du tout. Non. Il est dégradé devant le front des troupes. On lui a retiré ses galons et ses décorations à Dreyfus. Hein. Sarkozy il a été déchu, exclu de la Légion d'honneur devant le front de la nation sans même attendre l'issue de son recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Ah oui, parce qu'il a saisi ça aussi, oh mon Dieu. Dreyfus fut emprisonné à la prison de la Santé. Un endroit que je connais bien désormais. Certes, je n'ai pas été reléguée sur l'île du Diable dans la lointaine Guyane. Mais attends, il y a Darmanin qui construit un truc là-bas, je crois. Attends. Il y a l'appel encore. Hein. Sur ce point, j'ai eu bien davantage de chance que lui. Bah oui, enfin, pas que sur celui-là, mais bon. Mon crime aujourd'hui serait-il de ne pas être de gauche ? On parle pas assez, en fait... on parle pas assez de la persécution des gens de droite en France. Alors, ces dernières années, on ne peut que constater la célérité autant que la sévérité de la justice lorsqu'il s'agit de responsables de droite. Je veux dire, à un moment donné, arrêtez de voler les sous. L'ancien ministre du budget de François Hollande dut reconnaître après avoir menti aux Français et à la représentation nationale qu'il était titulaire d'un compte bancaire à Singapour richement doté sans qu'il ait payé le moindre impôt. Personne ne s'indigna qu'il n'ait pas passé une journée en prison. Alors si c'est Cahuzac, je crois qu'il est allé en prison et c'est quand même pas la même chose. Hein ? Ouais, on est d'accord. C'est quand même pas la même chose que de pactiser avec un terroriste et personne n'a soutenu Cahuzac quand même. Donc on dit ce qu'on veut sur François Hollande, mais quand il y a eu des ministres pris les mains dans le pot de confiture, ils ont dégagé Fissa et personne ne les a soutenus en disant que c'était une injustice terrible. Ils les ont lâchés et puis voilà. Alors, il dit que les présidentes qui ont par 2 fois jugé Sarkozy avaient publiquement manifesté et pris clairement position politiquement contre lui. On est bien de la loi de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, non, mais enfin bon, ça va quoi. Voilà, c'est un complot des juges contre lui parce que les juges sont de gauche. Alors, il va à la salle de sport. Oh mon Dieu, on est à la page 38. Il n'a pas envie d'aller faire du sport, mais il dit il lui faut de la volonté pour y aller, il va y aller. J'espère. Je crois que ça fait 10 ans que je me dis qu'il faut que je fasse du sport. Sa cellule est trop petite. Ouais. Je comprends, Nicolas. Alors, il veut courir sur un tapis, je suppose. Oui. Le tapis n'est pas branché sur l'électricité. Donc c'est un truc qui s'active par sa propre foulée. Il a vraiment rien à raconter, hein. Il décide que ce sera un rendez-vous quotidien d'aller courir sur le... 1 heure de course à pied dans la prison de la Santé, ce n'est pas donné à tout le monde. J'étais bien conscient de mon privilège. C'est bien. D'habitude, il court dans le bois de Boulogne, si vous voulez lui tirer des trucs dessus. Des tomates, quoi. C'est pas la saison, mais un truc de saison, plutôt. Des citrouilles. À défaut de vivre libre, je pouvais rêver librement. C'est beau. Je m'imaginais dans la forêt de Saint-Léger en Yvelines. L'autre jour, je courais au bord de la mer au Cap Nègre. C'est comme moi, tu vois, je m'imagine dans un hôtel particulier ou un appart de 600 mètres carrés et non. Donc à force d'y croire, il finit par en être convaincu, un peu comme pour son innocence. Alors il s'inquiète, Karl s'inquiète parce qu'il mange pas assez, les surveillants aussi. Quand il va y retourner, il va faire une crève de la faim, ça se trouve. Chef des surveillants lui dit qu'avec sa pratique du sport, il est président, parce qu'il l'appelle président. Non mais... bande de peigne-cul, vous avez pas honte, quoi. Vous ne pouvez pas vous nourrir que de laitage. On dirait, en fait, le chef des mafieux qui est en prison, quoi. En plus, les laitages, c'est pas bien. La prochaine fois, je lui fais livrer un pack de Sojason. Je n'y pouvais rien, mais la vision de ces petites barquettes en plastique qui sentaient si fort me soulevait le cœur. Et que dire de la baguette molle et humide qui était proposée chaque jour au moment du déjeuner. La baguette molle de la Santé. Alors, il est touché par la gentillesse, la délicatesse et le respect du personnel pénitentiaire. Tu vois, ça déjà, c'est pas un privilège. Hein. Tout le monde s'adresse à lui en l'appelant président.
Il frappe toujours à la porte avant de pénétrer dans la cellule. Il cherche le contact, l'échange, la conversation. Beaucoup de jeunes. On les trouve tous merveilleux. Je pense que si t'étais pas Nicolas Sarkozy, ils auraient peut-être pas été aussi sympas, tu sais. Il y a un détenu qui tape tout le temps contre ses barreaux et il y a un surveillant qui dit c'est un détenu impatient. Mais peut-être qu'il attend plus que Nicolas Sarkozy aussi, hein. Alors, le premier vendredi de sa détention s'avéra sinistre parce qu'il avait utilisé tous ses droits de visite. Ni Carla ni les enfants ne furent autorisés à venir me voir. Il est tout seul. Il y a des avocats qui viennent quand même le voir. Il trouve ça très injuste qu'on impose toutes ces vexations et ces injustices à sa famille. Bah oui, comme toutes les familles de gens qui ont quelqu'un incarcéré en fait. Il appelle Julia. Ils ont envoyé à l'étranger à Madrid pour qu'elle passe du bon temps. Ils ont les larmes aux yeux parce que leur fille elle est incroyable. Alors il pense à sa famille où il se dit que quand même chacun veille et prend soin l'un de l'autre. Il pense au roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, un pour tous et tous pour un. Oui, voilà, c'est ça. Alors il parle de ses amis. Il peut pas tous les citer tellement ils ont été gentils et touchants. Emmanuelle Mignon, qui fut sa directrice de cabinet à l'Élysée. Voilà, on va donner les noms, vas-y. Des peignes-culs là. Il lui envoie des recettes avec le temps de cuisson des pâtes, le minutage d'un œuf dur ou d'un œuf à la coque, parce qu'elle veut qu'il se fasse à manger. 70 ans, il sait pas se faire des pâtes, bref. Chaque jour, chaque jour, un immense bouquet de fleurs arrivait à la maison avec une carte signée Edmond Dantès. Je sais pas si c'est quelqu'un qui l'envoie par pure ironie, c'est peut-être Edouard Plenel. Alors, il cherche avec Carla à trouver le commanditaire doté d'un tel humour. Il a su à la sortie de sa prison que c'était un de ses profs amis, Michel Fribourg. Bon, c'était premier degré en fait. Alors il aime cette intention et cette référence car le comte de Monte-Cristo, que j'avais apporté en prison, délivre un double message, la reconnaissance bien sûr, mais aussi la vengeance. Il n'oublie rien. Oh, on va avoir un tome sur la vengeance. Oui, mais Edmond Dantès, il est innocent en fait. Il retrouve chacun de ses dénonciateurs et leur accorde le châtiment qu'ils méritent. Attention les journalistes de Mediapart. Alors, on parle beaucoup de la première, donc la justice, enfin la renaissance, moins de la seconde qui est la vengeance. La renaissance, je l'aurai, cela ne fait aucun doute dans mon esprit. Bah oui, forcément t'es riche. Les faussaires, les comploteurs, les menteurs ne peuvent pas gagner sur le long terme. La vengeance, je l'ai déjà dit, ne m'est pas naturelle. Je n'aime pas ce sentiment. Je n'ai pas envie de me rabaisser avec l'idée de faire du mal à ceux qui m'ont fait tant de mal, mais je sais qu'il va me falloir reconsidérer une partie de mes convictions. Écoutez, le paysage politique pourrait être divertissant, hein. Non pas pour moi, mais pour tous ceux innombrables qui encourent le risque de l'injustice. Son combat, c'est pas que pour lui, hein, c'est pour tout le monde. Alors, tous ceux qui exercent des responsabilités ou prennent des initiatives craignent désormais de se retrouver en danger à tout moment, tant les règles peuvent être bafouées. Bah, arrêtez de piquer dans les caisses. Je sais pas. Il y a une minorité qui agit contre les politiques, contre la droite et contre Nicolas Sarkozy qui en est le symbole. Les élus du peuple ne se sont jamais sentis aussi fragilisés, aussi menacés, aussi impuissants. Bah, je crois que ça va pour eux quand même, hein. Naturellement, l'importance de leur rôle ne doit pas conduire à garder en leur sein des brebis galeuses. Alors, il parle des magistrats élus. Ça pourrait pas être possible en France, mais que les magistrats feraient bien d'être impartiaux. Donc il parle du syndicat de la magistrature et de son tristement célèbre mur des cons. Bon, j'avoue, c'était assez honteux. Alors, il dit qu'il faut tordre le cou à un argument particulièrement fallacieux et pourtant scandé sur les plateaux de télévision. Il ne faut pas critiquer une décision de justice. Cela ne doit pas et ne peut pas se faire. Je note que si tel était le cas, il n'y aurait ni doctrine ni jurisprudence, puisque justement c'est leur rôle. Il n'est pas d'accord avec ça. Quand ça l'arrange, je pense. Alors, il dit que si on peut pas critiquer, c'est de la dictature du totalitarisme, la contrainte de démocratie qui se nourrit de la critique positive comme négative. Bon, là, il repart en disant que c'est pas normal qu'on l'ait mis en prison. Parce que cette mesure d'aller en prison directe c'est logique pour ceux qui sont tentés de se soustraire à la justice, qui n'a jamais été son cas, blablabla. Oui, bon, enfin bon, ils mettent des gens qui ont piqué dans les supermarchés en prison directement aussi. Mais c'est bien qu'ils se rendent compte que c'est pas super, mais
Le risque de réitération. Je n'ai à ma connaissance pas fait acte de candidature à la prochaine élection présidentielle, pour laquelle je suis d'ailleurs pour l'instant inéligible. Alors, je vous dis, hein, ça pue pour 2027. Hein. Le risque de destruction de preuves, ce serait une plaisanterie pour ces faits qui remontent à 20 ans. Mais, il les a déjà détruits. Il dit que le financement de sa campagne de 2007 avait déjà fait l'objet d'une enquête très approfondie dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Il avait déjà été suspecté, mis en examen, pour avoir reçu l'argent de Liliane Bettencourt. Ils n'ont pas trouvé le moindre centime de liquide dans le financement de sa campagne. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'est devenu l'appartement d'Hortefeux qui avait été payé en cash. Je ne sais pas où ça en est. Il a eu un non-lieu, mais malgré ça, on a refait une enquête sur Kadhafi. Enfin, moi, je vous dis vraiment, regardez le film de Mediapart, parce que dedans, par exemple, ils expliquent que Claude Guéant, il a loué un coffre, il voulait louer un coffre, en fait, à la banque, et la banque lui a dit, on n'a pas un coffre assez grand pour tout ce que vous avez à mettre dedans. Et du coup, il est allé dans une autre banque, où il a loué un coffre qui faisait la taille d'une pièce, enfin, on pouvait rentrer en entier un humain dedans. Et quand on lui a dit, mais qu'est-ce que vous avez mis dans ce coffre? Parce que tu mets ce que tu veux dans un coffre, en fait. Et il a dit des discours de Nicolas Sarkozy. Et c'est pas vrai. Donc, qu'est-ce qu'il a mis dans le coffre, en fait? Liliane Bettencourt. Kadhafi. Tous ses amis étaient persuadés de son innocence et de l'injustice profonde du traitement qui lui était réservé, mais peu le manifestèrent publiquement par crainte des mesures de rétorsion. Il y avait aussi, je crois que c'était Claude Guéant, son fils l'a appelé, il était sur écoute, et son fils lui a dit mais balance-le, Sarkozy, tu peux le faire plonger pour je sais pas combien d'années, et Claude Guéant lui a répondu je sais. Et il l'a pas fait. Les plus courageux déclaraient leur soutien à ma personne comme à ma famille et saluaient même mon bilan d'ancien président. C'était gentil, mais ce n'était pas le problème. Alors, le seul de sa famille politique qui a demandé à venir le voir en prison, c'était Michel Barnier. Il dit que c'était une bonne surprise. Formidable travail de défense d'Henri Guénaud, qui m'a beaucoup aidé. Dans Arrêt sur Image, c'était très drôle. C'était Arrêt sur Image, l'émission où il était, et c'était marrant. Renaud Muselier et Christian Estrosi ont été des amis merveilleux, tout comme François Barouin, Christian Jacob et Philippe Briand. Philippe de Villiers fut comme toujours un lutteur que rien ne peut intimider. Est-ce qu'on parle de la famille de Villiers? Non, on n'a pas le temps, mais on n'en pense pas moins. Il a apprécié François-Xavier Bellamy, qu'il découvre pour l'occasion doté d'un réel courage. David Linard, qui dès le début de l'affaire s'est engagé à ses côtés sans aucune ambiguïté. Bruno Retailleau m'appela régulièrement, mais n'en fit publiquement pas davantage. Laurent Wauquiez se manifesta aussi, mais ses prises de position publiques furent prudentes et surtout moins tranchées que celles de Gérard Larcher. Oui, Laurent Wauquiez, il va reprendre ta cellule. Je n'en veux pas à ceux qui n'ont pas été particulièrement courageux, chacun fait comme il peut et comme il veut. Alors, comment on peut espérer être un leader politique si on a peur et surtout si on le montre ? J'ai réussi à être élu président de la République moins par mon talent que par mon audace. Il dit que c'est une caractéristique très rare à l'époque des réseaux sociaux, des polémiques à répétition, des smartphones qui filment et espionnent à tout moment. Ah, Brigitte! Finalement, les meilleures surprises sont venues de ceux que j'attendais le moins. Jean-Luc Mélenchon, non, Marine Le Pen. Donc le passage, vous l'avez peut-être lu, moi je me suis spoil ce passage. Elle avait appelé à voter contre moi en 2012 et donc pour François Hollande, ce qui ne m'avait pas plu. J'avais capté son électorat populaire. Et facho un peu, mais bon. Elle me considérait à juste titre comme son principal adversaire, oui, effectivement. J'avais en outre toujours refusé le moindre accord avec son père, elle-même et son parti. Bah oui, t'as pris ses électeurs. Certes, le contexte judiciaire pouvait nous rapprocher, oui, bah oui. Alors, l'application d'une peine d'inéligibilité provisoire durant son appel équivalait à lui faire interdire les élections de 2027. Mais c'est magnifique, en fait, il faut 30 ans pour les juger, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire « Non, mais il y a les prochaines élections !» Non mais attends, c'est bon, quoi. Alors, me soutenir était pour elle plutôt un risque qu'un avantage à quelques mois de son propre procès en appel. Bah non, pas vraiment. Alors, j'ai apprécié ses déclarations publiques à la suite de ma condamnation qui étaient courageuses et dépourvues de toute ambiguïté. Je lui ai... oui... ils vont la mettre où, Marine Le Pen, d'ailleurs, parce qu'à la santé, il n'y a que des hommes, je crois. Alors, il l'a appelée.
Alors, elle lui demande son avis sur la situation politique. Bah, c'est la merde, hein. Je lui ai répondu que ma conviction était arrêtée. Les élections législatives anticipées n'étaient qu'une question de semaines. Je ne voyais pas comment le président Macron pouvait y échapper. J'ajoutais que je ne croyais pas en la démission de ce dernier, ce qui renforçait encore la probabilité de cette perspective. Elle lui dit « Votre voix porte sur l'électorat de la droite populaire, vous associeriez-vous à un quelconque front républicain ?» Ma réponse fut sans ambiguïté « Non, et de surcroît, je l'assumerai en prenant le moment venu une position publique sur le sujet. » Alors elle lui dit de dire à Carla qu'elle a admiré l'élégance avec laquelle elle a jeté la bonnette du micro de Mediapart. Mais on aurait tellement dit une gamine trop vexée. C'était pathétique, quoi. Le geste de Carla était devenu viral sur les réseaux sociaux. Oui, enfin, on se moquait un peu quand même. Hein. J'aurais été incapable de faire aussi bien. Putain, la barre est basse. Hein. Alors, Carla a démontré qu'il était possible d'être cinglant sans être violent. Ce fut une leçon utile pour lui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va jeter des bonnettes sur les gens. Nous en sommes à la page 51 sur 158, je suis au bout de ma vie. Alors, le bloc central est resté silencieux et ne prenait pas de position officielle. On n'est jamais trop prudent. En même temps, mais il est vraiment d'un égocentrisme, il pense que les gens n'ont que ça à foutre quand même. Enfin, moi oui, mais... La gauche fut sans surprise. Sourcilleuse à l'extrême lorsqu'il s'agit des droits de ses amis, elle foulait aux pieds ses convictions lorsque les miens étaient en cause. Il dit que c'est fascinant de voir la méchanceté débridée, surtout lorsqu'elle est gratuite. J'étais en prison, je ne pouvais pas répondre, ça n'a pas empêché Ségolène Royal d'affirmer sans rire qu'elle avait perdu l'élection de 2007 à cause de l'argent de Kadhafi. Plus c'est gros, plus ça passe. Avec elle, ce n'est jamais assez gros. À son crédit, je dois dire que je ne suis pas certain qu'elle comprenne toujours le sens de ce qu'elle dit. Ça la sauve de la honte. Bah, il en veut toujours à Ségolène, hein, quand même. Hein. Ah, j'avais voté pour Ségolène. Écoutez, les choix étaient limités. François Hollande, drapé dans sa dignité, rappelait qu'il ne fallait jamais critiquer une décision de justice, oubliant que dans un échange filmé en 2010, il interrogeait son ami Edoui Plenel. On a les relations qu'on mérite. Bah, moi j'aimerais bien être copine avec Edoui Plenel, hein. Il a l'air sympa. On lui demanda à mon sujet « Alors, tu n'as pas encore arrêté le délinquant ?» Écoutez, François Hollande est drôle. Il faut dire les choses, il est drôle. J'ai voté pour lui aussi. On n'avait pas beaucoup le choix. Ce à quoi Edoui Plenel répondait qu'il faisait son travail. En termes de république impartiale, on fait mieux. Attends. Moi, j'adore comme il est donneur de leçons, surtout, genre, il est impartial et tout. Je pense que là, je suis... on est plusieurs Corses à rire très jaune par rapport à ce qu'il a fait dans l'affaire Colonne. Moi, je donnerais pas des leçons, je raserais les murs, hein. Jean-Michel Apathy a pris sa défense. Jean-Michel Apathy l'a soutenu dans le milieu hostile qu'est l'émission Quotidien. Pourtant, au Quotidien, ils t'ont invité, t'as dit des trucs racistes. En plus, ils t'ont rien dit. Ils ont été gentils. Ils trouvent Jean-Michel Apathy très courageux là-dessus. Mais en fait, il risque rien. Hein. Mais tout le monde l'a soutenu, en plus, Sarkozy. C'était incroyable, quand même. Le second, c'est Franz-Olivier Gisbert, qui avait pourtant écrit quantité de livres désagréables sur son action et sur sa personne. Franz-Olivier Gisbert est pas du tout content de ce qu'ont fait les magistrats. Je pense que les magistrats n'en ont rien à foutre. Voilà, il a dit à Yann Barthès, Franz-Olivier Gisbert, il a dit à Yann Barthès, au moment de l'affaire Dreyfus, on voit bien de quel côté vous auriez été. Mon Dieu. Lequel en reste à bouche bée ? Bah oui, il y a de quoi. Incapable de formuler une réponse articulée sous le choc de l'attaque. Bah oui, mais en même temps, c'est tellement affligeant. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça, quoi ? Il est vraiment aigri que les gens ne l'aient pas... Certaines personnes ne l'aient pas soutenu. Il dit pas lesquelles, mais il dit que ça l'étonne pas du tout. Blablabla. Il est mauvais comme une teigne. Alors, il dit qu'il aurait pu tapiser les murs de sa cellule de toutes les cartes postales de paysages magnifiques qui lui étaient envoyées pour l'égayer. Comment ? Enfin, j'envoie des cartes à Nicolas Sarkozy, mais vraiment. Des gens pris pour lui, l'appel à la patience, promettent le retour de jours heureux. Alors, il a la bonne surprise de découvrir que le monde des journalistes et des médias est moins frivole et cynique qu'il ne l'avait longtemps pensé. Oh, je crains le pire. Alors, il parle des médias, il dit qu'il avait été adoré des médias, qu'il était le petit prince des médias, bah ouais.
il a une vision plus apaisée de ce monde. Il précise pas pour le moment que les médias appartiennent tous à tes potes aussi, ça explique quand même pas mal de choses. C'était grave car il s'agissait de la liberté d'un homme. Il ne s'agissait plus seulement de politique. Il a vu des réactions qui l'ont profondément touché et ému. Je suis sûre qu'il va y avoir Laurence Ferrari. Je me souviens de ce dimanche si triste à la santé où j'ai pu découvrir le billet de Pascal Praud. Dans le journal du dimanche, je pense à lui. C'était le titre du billet. Je l'ai lu comme la lettre d'un ami cher qui souffrait à ma place et imaginait ce qu'il en adviendrait s'il avait lui-même affronté une telle épreuve. J'aimerais pas que Pascal Praud m'écrive une lettre de soutien. Les éditos courageux de Laurence Ferrari m'ont particulièrement touchée, bah oui. Oui, évidemment. Alors, il a été très impressionné par la prise de position du très calme Alexis Brézet, le directeur du Figaro. J'ai honte de la France. J'ai beaucoup d'autres témoignages humains et donc touchants de journalistes que je connaissais à peine. Donc il dit que même Patrick Cohen... le fourbe! Il a adressé un message à Véronique Vacher, Vacher, je sais pas comment ça se dit, pour qu'elle me transmette ses pensées amicales au moment de mon incarcération. Il s'en est pas vanté publiquement, bah putain, tu m'étonnes. Il a ensuite fait plusieurs interventions peu amènes. Le courage a ses limites, mais j'apprécie son geste et il le fout dans le bouquin. C'est son premier dimanche à la santé. C'est interminable. On est à la page 56. Il fait sombre, hein. Oh là là. Il est 16h30. Je fais de la dépression saisonnière. Je crois que je vais faire une pause, non? Bon. On va faire une pause parce que vraiment, j'en ai ras-le-bol. Je vais faire une pause de yaourt de soja. Il fait trop sombre. J'en ai marre. Je ferai la suite demain. En plus, il faut tout monter. J'avais oublié. Je sais même plus comment on fait. Je vais essayer de mettre ça sur TikTok pour radicaliser des jeunes. Bon, à demain du coup.